Alors, donc, parlons d'organisation pratique. Donc, notre objectif, le cœur de l'option, c'est de vous faire faire. D'abord, on a ouvert cette option, je crois, il y a 5 ans. On a fait deux années de suite, on avait fait l'option, puis on a arrêté 2 ans parce qu'on a préféré consacrer notre énergie à structurer les cours dans les bacs, et on ne savait pas tout faire à la fois, et on reprend l'option cette année-ci. Donc on a un peu d'expérience de cette option qu'on a fait il y a quelques années, et on s'est rendu compte qu'on avait travaillé comme ça déjà à ce moment-là. Donc l'objectif est de vous faire travailler sur un objet concret. Donc de faire travailler sur la relation structure-architecture sera un objet concret, et un objet concret qui vous tient à cœur. Donc c'est pour ça qu'on avait travaillé la dernière fois. On avait dit aux étudiants, on va revisiter un de vos projets d'une année antérieure. Mais on s'est dit, cette fois-ci, on peut faire ça, mais ça peut aussi être le projet de l'année en cours, s'il est suffisamment, s'il y a suffisamment à manger dans le projet. Si c'est un projet, on va dire, qui est plutôt paysage, ça n'a pas de sens. Si c'est un projet qui est trop figé, ça n'aura pas beaucoup de sens non plus. C'est un projet sur lequel il faut pouvoir faire travailler la relation structure-architecture. Donc, la finalité de l'option, et ça va, on va parler aussi de la cotation après. Donc, c'est que vous travaillez sur un projet, on va voir les 4 possibilités, et c'est pas fermé. Si on se rend compte qu'il y a peut-être une autre ouverture possible en fonction de vos spécificités, je pense à ton mémoire sur le bambou. Si tu dis mon truc c'est le mémoire sur le bambou, on peut peut-être réorienter, ça va voir avec Thomas, et dire on va plus travailler, même avec une petite facette expérimentale, pourquoi pas. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit soyons nombreux, donc on est 5, et limitons le nombre d'étudiants, on est 23 ou 25, de manière à ce que pour le travail que vous allez faire, vous soyez coaché par un de nous 5. On va vous partager entre nous 5, mais les autres vont aussi intervenir. Par exemple, Denis va s'occuper d'un tel et un tel, et puis 2 autres, en fonction, vont donner un coup de main pour ça, de manière à ce que vous soyez suivis, on va dire grosso modo, par 3 personnes, une pilote et 2 autres. Tout ça n'est pas très très formel, mais en tout cas il y en aura un qui est défini et qui sera votre coach pour suivre avec vous des délais intermédiaires et arriver à bon port. Donc on s'est dit, dans ce travail-là, ça peut être la relation structure-architecture dans votre projet, et même si, mais là il pourrait y avoir des bifurcations. Par exemple, vous avez un projet et c'est plutôt une ossature béton. Ok, on va travailler ensemble sur son optimisation, mais parallèlement, vous pourriez faire, si ça a du sens pour vous, l'objectif est de faire quelque chose que vous aimez. Si ça vous emmerde, on ne va pas vous perdre son temps. Mais si vous dites, tiens, mais j'aurais bien aimé explorer ce projet-là, mais plus en métal. Donc là, on pourra travailler sur les deux. Dans votre projet en atelier, vous êtes plutôt en béton et on travaille ensemble là-dessus, on vous soutient là-dessus. Et puis on fait une variante en même temps, on fait une variante en métal pour quelque chose. Et on étudie les deux. Et quand je dis variante en métal, c'est forcément avec une incidence structurale globale. C'est pas remplacer les poutres en béton par des poutres en métal, elles sont 10 cm de moins, on s'en fout. Donc c'est vraiment voir comment macroscopiquement ça va interagir avec l'architecture. Alors, on a décidé de filmer, pas pour que ça coûte très lourd, c'est parce qu'on trouve que les cours en podcast, c'est quand même vachement utile pour vous, et qu'on n'a pas pu avoir d'auditoire, il n'y a pas de petit auditoire podcast, et donc on s'est dit, avec Gérard qui est compétent là-dedans, on va faire notre podcast interne, et on trouvera bien la manière de diffuser. On va peut-être mettre ça sur une on fera un truc simple pour que vous ayez accès à ces images. Donc, sur le projet d'atelier, si vous avez un projet antérieur, j'ai l'année, ça on avait travaillé, ça avait pas mal fonctionné,
il y a quelques années. J'ai mon projet de troisième ou mon projet de Master 1 qui était vraiment un chouette projet, mais j'ai l'impression que je ne suis pas abouti. On peut reprendre ce projet-là et on décidera ensemble si vraiment il y a matière à aller plus loin, quoi. Et encore une fois, on va travailler accessoirement sur le prédimensionnement et principalement sur la structure globale. Par exemple, ce sera du genre, j'avais mon projet et j'avais des colonnes partout. Comment est-ce que je pourrais faire pour supprimer toutes les colonnes? Et alors, vous allez voir, on va rentrer dans une dynamique en disant, bon, si je supprime les colonnes, je vais peut-être mettre des contre-voiles en façade, et puis le projet sera peut-être plus du tout votre projet originel, mais un autre projet qui aura ou non de l'intérêt. Alors, donc ça c'est du travail sur vos projets. On s'est dit qu'on pouvait aussi, et ça en fonction des choix de chacun, travailler sur un objet. Par exemple, un objet où la dimension structurale est évidente et visible. On pourrait dire, on va faire un auvent. Par exemple, un étudiant pourrait se dire, ben, l'auvent flagelle, je trouve qu'il n'est pas bien du tout. Je voudrais le revisiter et faire un truc en bois. Et alors, en fonction du type de projet que vous faites, vous irez plus ou moins loin. Donc là, c'est de définir un objet. C'est pour ça qu'on a mis passerelle, piétonne ou auvent ou quelque chose. Un objet où la structure a une relation forte avec l'architecture et l'objectif n'était pas de faire un projet d'architecture, bien qu'un projet de passerelle ce soit un projet d'architecture, mais vous comprenez, donc ce n'est pas un projet de bâtiment. Et là, vous travaillez dessus et vous, avec la manière dont on va travailler, comme le disait Thomas, ça dépendra aussi du cas par cas. On va travailler sur de la maquette, on peut travailler sur de la maquette virtuelle, tout ça, ça dépendra du cas par cas. Ou alors, revisiter un bâtiment existant. Ça peut très bien être, il y a ce bâtiment de un tel ou un tel qui est un bâtiment à plein de colonnes. Moi, je trouve que cet architecte aurait pu en faire un bâtiment fond. C'est repartir du projet d'un autre. Et le revisiter et de voir comment on peut le faire évoluer. Pas nécessairement, quand on dit évoluer, c'est pas nécessairement en mieux, mais comment est-ce que l'architecte à un certain moment a pris un embranchement, il a pris des options, il a pris l'option béton, bâtiment fond ou n'importe quoi, et vous repartez, puis vous prenez un autre carrefour et vous verrez comment ce bâtiment se décline en fonction de ces nouveaux choix. Et là, c'est vous qui allez proposer, et vous allez nous proposer en étayant votre choix. Je veux travailler sur mon projet d'architecture, et ça, c'est pas suffisant. Je suis dans cet atelier-là, je vais faire ça, j'ai en tête, le choix c'est pas aujourd'hui, nous sommes encore du temps, j'ai en tête de faire ça, et j'aimerais bien travailler dans mon projet d'option soit ça pour ça, quoi. Donc, voilà. Alors, donc vous aurez, ça on verra au fur et à mesure, des approches multiples, et ça on verra dans les cours. Soit, on va pas à proprement, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais on va pas beaucoup calculer. On va calculer juste assez pour pouvoir donner les principales dimensions au projet. Mais on va travailler très fort sur l'approche globale des objets, avec les formes et les fonctions et les formes structurales et les cheminements des efforts. Et puis, donc, cette approche globale est déjà aussi un peu intuitive. On va voir comment. Bon, c'est des choses qu'on a déjà fait ensemble. Hein. Et puis, on va travailler sur de la maquette, mais de la maquette structurale. Ça, Thomas vous expliquera, on aura l'occasion, on en a fait pas mal avec les étudiants, on en a encore quelques-unes. Donc, c'est pas de la maquette objet, c'est de la maquette qui fonctionne. Donc, ici, par exemple, on voyait de la déformation d'un demi-portique, où on peut travailler sur de la maquette virtuelle, voire des déplacements exagérés dans une charpente. Et on peut aussi faire des comparaisons entre les deux. Et puis,
on fera aussi une approche plus calcul, soit on va des décompositions d'efforts, des descentes de charges, en tout cas des choses un peu macroscopiques pour avoir des efforts globaux dans le bâtiment, et du prédimensionnement avec l'outil que Denis a développé, de manière à ce que il sera important dans tout ce que vous faites que vous ayez des dimensions. Hein. Parce qu'on ne va pas dire, bon, je vais mettre mes poutres et mes colonnes, mais poutres et colonnes, ça ne veut rien dire. Ces poutres, on ne sera pas à 5 cm près, mais est-ce que c'est une poutre de 40 ou une poutre de 80? Donc ça, ce sera important pour le choix de la solution structurale. Alors, ce qu'on va, pour préparer, pour vous donner les outils pour ce travail, on va vous demander, je le prends à l'envers, on va vous demander de faire un travail d'analyse d'un objet existant, en rapport avec le travail de projet que vous allez faire. Vous allez travailler sur votre projet qui est une bibliothèque ou un bâtiment pont. L'analogie doit être dans la structure plus que dans la finalité. Ou je vais travailler sur une passerelle, ou je vais travailler sur le bambou, ou n'importe quoi. Et donc, j'ai un exemple qui, c'est pas vers ça que je veux aller, mais qui est d'une typologie, dans laquelle il y a des relations structurales, ou qui peut être carrément à l'opposé. J'ai quelque chose qui va m'aider, qui va avoir du sens dans ce que je vais faire dans le futur. Je veux explorer quelque chose, et ça, je vais l'étudier. Vous allez choisir un objet existant, raisonnablement documenté. Ça peut être quelque chose dans notre environnement. Ça peut être, je dis, le vent de la place Laget, qui est relativement peu documenté, on va dire, en termes de publication, mais qui est bien documenté, il existe. Et vous allez en faire une analyse structurale détaillée. Et de manière à donc c'est un peu faire le travail, on peut dire même ça peut être un peu faire le travail à l'envers. On est arrivé là, et avant, maintenant il y a l'auvent qui est construit, il y a l'auvent en plan, avant il n'y avait rien. Comment est-ce que l'architecte et l'ingénieur sont arrivés là? Je fais le travail à l'envers et j'analyse la structure, comment ça fonctionne, c'est intéressant. Et ça va vous aussi vous pousser, bon, ça c'est sur les objets réels, ça vous pousserait à l'observation. Par exemple, le vent flagé, c'est un chouette truc à analyser. On a fait ça, cette année-là, on l'avait fait avec tous les étudiants. Eh bien, je serais bien surpris si, et vous le seriez aussi, je crois, si on vous demandait de dessiner. C'est au vent maintenant, on ne va pas le faire si ce n'est pas l'objectif, mais c'est un truc qui peut être très chouette. Vous le voyez tous les jours sans le regarder, et si on vous demandait de le dessiner, rien que pas le nombre de colonnes, etc., mais est-ce qu'il y a des poutres en toiture, comment sont les colonnes, ça tient comment, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes pour affiner votre regard. Mais il y a des étudiants qui peuvent travailler sur un objet avec lequel ils n'ont pas de contact physique, quoi. Ça peut être un bâtiment donc, pour lequel vous avez des plans dans une revue, etc. Ça, là aussi, vous allez choisir, vous allez proposer, et puis c'est vous qui venez, et puis on décide ensemble, oui, non, pourquoi. Okay. Et alors, avant ça, donc ça c'est la préparation de l'étape ultime, et puis on s'est dit, mais il y a quand même encore deux choses à faire avant, qui est un petit peu de développement de connaissances. Vous connaissez des choses en structure, et dans les deux travaux que vous allez faire après, donc projet et analyse, on va encore faire un peu de théorie, mais on s'est dit ça ne sert à rien non plus de bombarder de cours théoriques tous les étudiants ou d'exercer tous les étudiants, alors que les domaines dans lesquels vous allez naviguer vont être très différents. Donc, il y en a qui seront plus dans le béton, d'autres qui sont plus dans le métal, d'autres qui sont dans les structures tendues. Donc, on s'est dit que ça ne sert à rien de donner de multiples cours. On pourra très bien, avec un groupe d'étudiants, dire, bah, tiens, vous êtes ce groupe-là et sur l'architecture textile, eh bien, on se voit et soit il y a un petit cours spécifique
soit on vous conseille quelques bouquins, soit on fait un travail là-dessus, on va visiter quelque chose, on va un petit peu improviser. Mais donc on s'est dit, indépendamment de ces enseignements spécifiques directement liés à l'ouvrage que vous analysez ou au travail de projet que vous faites, on va tout de même faire quelques cours de développement de connaissances et des mises à niveau éventuelles de compétences. Donc, pour les développements de connaissances, on va parler un peu de typologie structurale, on va parler d'architectonique de structure, de l'optimisation, peut-être que l'optimisation aurait suffi, de l'optimisation des structures, du travail sur maquette, etc. Donc, et alors, il y a aussi, donc vous avez, ça sont des choses que vous connaissez, on estime que vous savez prédimensionner et que vous maîtrisez plus ou moins le cheminement des efforts, mais néanmoins, on s'est dit, c'est quand même pas mal, on va faire quelques après-midi ou quelques périodes, on va faire quelques exercices ensemble, et si vous dites, non, mais ça je maîtrise, il n'y a pas de problème, alors vous ne venez pas, c'est pour ça qu'on s'est dit, ceci est facultatif. Ça, c'est obligatoire parce qu'on ne fait pas d'examen. Donc, on se dit, soyez au moins là. Parce que, et les deux autres, c'est du travail en séminaire. Là, on se fixera des rendez-vous où il y aura une permanence. Enfin, bref, ça, on verra bien en fonction des travaux des uns et des autres. Vous êtes habitués comme ça aussi à l'atelier. Alors, ça, c'est le calendrier. Donc, il y a dans l'horaire. Donc, il est prévu 12 jours. En principe, pour les 10 ECTS, il est prévu 12 jours. Et donc, c'est pour ça que vous avez des lundis après-midi. Dans l'horaire, ceux qui me posaient des questions. Et d'ailleurs, je n'ai pas tout compris. Moi, je crois que ce que avait dit Bernard Depré, il faudrait, il manque 4 demi-journées. Mettons dans l'horaire les 10 lundis après-midi, et les gens picoreront là-dedans. Nous, là, on s'en fout un peu, puisqu'on s'est dit qu'il y a besoin de beaucoup de travail que vous ferez chez vous, ici, en dehors. Donc, limitons-nous au jeudi. Rien n'empêche que quand vous aurez votre coach, le projet, vous pouvez vous voir à un autre moment. Et donc là, il y aura peut-être des petits points obligés dans toute cette zone bleue, mais en fonction de sous-groupes, ou peut-être même de groupes, parce qu'on va peut-être se dire, tiens, ce serait tout de même pas mal, on sent qu'ils ont une faiblesse là-dessus, ok, on se fixe ce jeudi-là et on vient travailler ensemble. Donc il y a ici, je veux dire par là, ces 4 semaines, il y a un horaire, on va dire, et après, c'est quelque chose qui est plus à la carte et qu'on va définir ensemble pour chacun d'entre vous. Donc, ce qu'on a mis ici en rose, ça sont les cours obligatoires. On va un peu et ce qui est en vert, c'est de la mise à niveau. Alors, regardons un petit peu. Donc, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est refaire un peu de la décomposition d'efforts. Ça, on va voir un petit peu avec Tony. On a des pistes sur lesquelles on va vous faire travailler. Un peu retravailler sur la descente de charge et sur l'utilisation du programme Preding, dont l'objectif est de donner de prédimensionner poutres et colonnes en métal, bois ou béton, de manière à ce que vous ayez un peu de rafraîchissement de cette compétence et d'habitude d'utilisation de ce petit logiciel. Alors, dans ce qu'on va faire dans les zones obligatoires, donc maintenant on est dans l'introduction, et là on va travailler un petit peu sur certains exemples, et puis on va faire de la typologie structurale. C'est des choses qu'on a déjà un peu fait en bac 3, mais qu'on va un petit peu développer, et puis là ce seront, et alors ça chaque fois les responsables, architectonique, modélisation, maquette, optimisation, etc. Okay. Et donc vous allez, le choix des projets, d'abord du projet analysé, ça devrait être finalisé ici, et je crois que même là, dans ces 2 tranches-là, vous devriez, on va fixer des échéances plus précises, et vous devriez choisir, en tout cas, ici, on va dire,
en tout cas, le projet que vous allez analyser et l'orientation que vous allez choisir pour votre projet global d'option. De manière à ce qu'à partir de là, on puisse y travailler. Et puis, on fixera aussi une date de remise dans votre projet d'analyse. Et cette date de remise, c'est pas tellement, c'est surtout pour vous, parce qu'il est fait aussi qu'on peut peut-être, on va pas dire c'est pour le 26 novembre que vous devez remettre votre travail d'analyse, ça n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais il faut aussi que vous ne soyez pas encombré. Ce travail-là doit être fait avant l'autre, et il ne faut pas que ça vous encombre, que vous ayez le temps pour faire l'autre. Mais on va peut-être pouvoir aussi se dire, oui mais non, je suis occupé à faire ça, et je me rends compte que là, j'ai pas pris un bon aiguillage, que j'aurais pu plus analyser ça. Je veux dire par là, on n'aura pas une date formelle. Si vous ne savez pas le remettre pour ce moment-là, c'est trop tard. Non, on peut assouplir, mais c'est surtout pour vous que vous ayez une bonne préparation pour la suite et que vous soyez débarrassé d'une partie du travail. Et puis pour le travail d'option, on aura un jury. Alors là, ça ne devrait pas poser de problème cette semaine-là, sauf s'il y a des étudiants qui sont en bac. Je ne sais pas si tu es en bac 3, dans les ateliers en bac 3. Non. Vous êtes tous. Non. Pour pas qu'il y ait des interférences avec vos jurys d'atelier. Mais les jurys d'atelier, vous les avez tous au mois de janvier. Donc en principe, il n'y a pas de problème pour mettre nos jurys à ce moment-là. Vous aurez peut-être des jurys intermédiaires, mais là aussi, on décidera ensemble. Nous, on souhaite que ce soit très interactif. Et pour ça, qu'on a limité le nombre d'étudiants de manière à ce que ce soit le travail le plus personnalisé possible. Et donc forcément, toutes les échéances et le déroulement seront... ça ne sera pas n'importe quoi, mais ça pourrait être très différent. La fin, c'est la fin, quoi, mais les périodes intermédiaires, ça pourrait être assez différent pour les uns et pour les autres. Alors, donc on limite à peu près à 20 étudiants. Ça, c'est ce que je vous ai mis. Voilà, ça c'est clair. Alors, là aussi, donc, bien entendu, ça débouche sur un travail personnel. Mais vous pouvez, bien entendu, travailler en équipe. Et s'il y en a quelques-uns qui sont sur le même type de projet, mais travailler ensemble, et de manière à ce qu'on puisse évoluer et vous donner des petits cours ensemble. Là, si vous êtes plutôt dans une... Et ça peut même être croisé, parce qu'il y a des moments, si vous êtes, ça peut être par matériaux, par typologie structurale, essayez d'avoir un échange entre vous, de manière à ce que nous puissions communiquer de manière plus efficace avec des groupes plutôt qu'avec des individus. Voilà. Donc ça c'était, je les avais, on n'a pas tout photographié. Ça c'est un truc qu'on avait fait, je crois, il y a 4 ans. On avait fait quelques travaux sur maquette. Alors, mais vous allez voir, et ça je crois que ce serait très bien que vous fassiez tous une maquette structurale de votre projet. C'est très différent de faire une maquette objet. Parce que dans une maquette de représentation d'un objet architectural, les liaisons sont toujours terriblement surabondantes. Quand un point de colle, c'est quelque chose qui est éminemment costaud et très raide. Et dès qu'on commence à faire une maquette structurale, c'est forcément beaucoup plus souple. Et donc là, il va falloir faire, vous n'avez pas à la dépasser, on a fait, on s'est occupé, parce que maintenant le laboratoire des formes, matière, structure, de Mathieu est associé au cours de structure. Et c'est d'ailleurs Denis, Thomas et Gérard, je crois qu'ils vont s'en occuper. Mais l'année passée, on a commencé ça, et on a notamment, et je crois que ce serait vraiment une bonne idée que vous travaillez là-dessus, on a fait des maquettes, j'aurais pu en prendre, peut-être tout à l'heure je vous montrerai une photo, je vais la trouver. On a fait des maquettes brochettes Scooby-Doo.
Donc ce qu'on faisait, c'était avec des brochettes ou des cure-dents, des nœuds en petits fils de Scooby-Doo pour avoir des nœuds souples. Et donc c'est vraiment intéressant parce on voit directement dans une maquette comme ça s'il manque une barre. Parce que si on fait une maquette de treillis tridimensionnel, ou un treillis tridimensionnel ne va tenir que s'il est isostatique. S'il me manque une barre, si les deux sont articulés, ben, il va s'effondrer. Mais si je fais une maquette structurale treillis collée, comme je serai dans les encastrements, je peux avoir des barres trop peu, ça va toujours tenir. Par contre, si je fais cette maquette avec des barres et des nœuds articulés, eh bien on va directement que ça décolle. Donc ce sera extrêmement clair. Il y a ce genre de maquette-là ne convient que pour des structures en treillis. Donc c'est peut-être pas ce genre de maquette-là que vous allez faire. On peut faire des maquettes avec des mousses de polyuréthane qui sont des matériaux souples. Donc mais ce sera important que vous fassiez tous une maquette structurale de tout ou partie de votre projet de manière à ce qu'on puissiez bien sentir le fonctionnement structural et la diffusion des effets. Bon, ça c'était... là, on avait toujours étudiant avait travaillé sur cette liaison, enfin bref, c'est plus très très clair. Bon, ça c'est des maquettes hyper simples pour le contreventement, mais c'est parfois des choses très très simples qui vous éclairent. Donc là, il y avait des petites maquettes structurales et des comparaisons de déformations. Thomas voulait nous en parler encore tout à l'heure. Ok. Alors, à ce stade-ci, est-ce que vous voyez bien? On peut peut-être faire un petit tour de table pour voir s'il y a des questions sur... Est-ce que c'est clair par rapport à la manière dont par rapport à la finalité? Oui. Juste une question. Il y a une analyse. Oui. Et un projet. Est-ce que ça peut être sur le même... Est-ce que l'analyse et le projet peuvent être sur la même construction? Non. Disons que le projet, c'est vraiment vous. Donc le projet, c'est par exemple... je suis occupé à faire un projet en atelier comme ça, et donc je vais venir, on va se voir régulièrement pour travailler sur la structure du projet, et je te dirai par exemple, oui mais par analogie, explore un peu ce bâtiment-là, ou toi tu viendras avec des images d'autres bâtiments, et puis on prédimensionnera des choses. Mais ce projet est par exemple un bâtiment pont sur un bâtiment pont au-dessus d'une rivière, et on va te dire oui mais alors propose-nous un bâtiment pont qui sera relativement peut-être le même, peut-être c'est pas important, mais qui existe et qui est tout de même suffisamment documenté pour que tu puisses l'analyser. Ou ça peut être un peu plus éloigné, ça peut être simplement un pont. Ou de manière, c'est un objet qui existe, qui a une relation, qui peut être une relation de matériaux. Par exemple, il dit, moi je voudrais faire, j'imagine, tu vas peut-être pas faire dans le bambou, mais tu feras comme tu veux. Je vais travailler sur un projet en bambou, mais j'ai vu de l'architecte un tel qu'il avait fait une école en bambou. Ben, cette école en bambou, c'est le projet que je vais analyser. Et donc là, vous analyserez la structure, les détails techniques, voilà. Okay, mais donc il faut qu'il y ait une relation pour que ça vous apporte quelque chose, mais c'est deux objets différents. L'un qui existe et l'autre que vous développez. Autre... Si on fait une analyse d'un bâtiment et qu'après on prévoit de faire dans le projet de revisiter la structure de ce bâtiment. Ça, je crois que ça ne sera pas assez riche. Parce qu'alors, les deux vont se télescoper. Deux vont se télescoper, et puis on ne saura pas où sont vraiment les limites, et pour la cotation, ce sera un petit peu difficile, il y aura une économie d'échelle.
moi je ne suis pas pour dire non, je crois que c'est pour essayer que tu sois riche, mais je crois que c'est bien aussi, la richesse c'est souvent dans la différence, quoi. Tu vois, si tu peux aussi faire une analyse de quelque chose qui est très opposé. Tu peux aller tu peux te dire, moi je veux faire, donc là je suis tout à fait antinomie par rapport à ce que j'ai dit avant, mais par exemple, je veux dire, moi j'ai envie de travailler sur un bâtiment qui aurait une forme tout à fait un peu à la Guéry, quoi, comme ça. Les bâtiments de Guéry, ce sont des carrosseries. Et vous pouvez faire un bâtiment carrosserie. Mais ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'analyser avant un truc comme l'Opéra de Sydney, où ce sont des voiles en béton. Donc on pourrait se dire, tiens, c'est pas inintéressant. Je vais avoir une finalité d'objet un peu tarabiscoté, et qu'on va faire aujourd'hui plutôt en métal ou en n'importe quoi. Et j'ai dans l'histoire de l'architecture, et là on peut vous aider pour les exemples, mais j'ai vu un bâtiment qui est plutôt comme l'aéroport de New York, de Saarinen, c'est toutes des coques, etc. Mais je vais étudier ça, et ça je serai enrichi par rapport, parce que c'est tout ça qu'on fera aujourd'hui, mais je serai enrichi par rapport à... C'est un peu la même finalité, mais c'est pas du tout le même chemin. Ok? Alors, oui. Mais on va pas s'arrêter maintenant, on a commencé plus tard, on va... Alors, donc, pour l'introduction... Donc, c'est des choses que je vous ai déjà dites au cours, et... Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, dans la partie jusqu'à 10 heures, qu'est-ce qui va... Tu vas dire quelque chose à l'introduction aussi, ou pas? Non, c'est comme tu veux. Là, c'est pour qu'on se partage, on s'est dit. Thomas, oui. Et Denis, il va faire pipi. Et toi, Gérard, au niveau de l'introduction, tu veux dire des choses? Non. Ok, donc on va se partager entre Thomas et moi. Et comme moi, je devrais m'absenter à 9h30, puisque je m'occupe un peu du chantier de la toiture, qui est justement fait par une filiale de Rabot du Tilleul. Voilà, le monde est petit. Alors, la toiture de l'auditoire, dont je dois un peu m'absenter. Et donc Thomas s'occupera de vous après 9h30, et puis moi je reviendrai pour l'exposé. Donc ce sont des choses qu'on vous a déjà dit. Et ça c'est vraiment important. C'est au niveau ce n'est pas au niveau du calcul que ça se passe, mais au niveau de la conception. Et ça, c'est même les ingénieurs, je dirais, ne se rendent pas compte de ça. Ne se rendent pas compte tout de suite de ça. Un bâtiment mal conçu, bien entendu qu'on va pouvoir le faire tenir. Mais ce sera une structure qui sera inintéressante, peu économique, en mauvaise relation avec l'architecture, etc. Et donc on va devoir avoir des prouesses de calcul pour faire quelque chose qui finalement n'a peut-être pas beaucoup de sens. Par contre, un bâtiment bien conçu, le calcul va un peu couler de source. Donc ce qui est important pour vous, de vous rendre compte, et ça on essaye de le dire aux étudiants depuis qu'on fait les cours de structure, c'est au début, la conception structurale d'un bâtiment, c'est tout de suite. C'est tout de suite qu'on prend des grandes options, et la structure, les étudiants ont très, et même les architectes ont très tendance à faire le projet, et puis à dire, bon maintenant, on va aller voir l'ingénieur, il va nous faire tenir ça. Ça, c'est pas bon du tout. Donc, c'est parce que la structure, ça je vous ai déjà dit, donc c'est la structure, comme au même titre que le parti architectural, vous avez un parti structural. Mon bâtiment est massif, est léger, le bâtiment exprime quelque chose et la structure fait partie de cette expression. Et donc, c'est au niveau de la conception générale, dès le début, que les choses vont se décider. Alors, il y a un point qui est très important et qui est en lien d'ailleurs avec ce qui est dit avant et sur lequel on va travailler, c'est la relation force-forme-matériaux. Donc,
et d'ailleurs, Calatrava, les ouvrages de Calatrava sont intéressants pour ça, parce qu'il y a beaucoup. Calatrava, il ne s'en cache pas, est d'abord un sculpteur. Il est dit, et donc, il a dans bien des cas, la relation force-forme n'est pas juste. Et dès que la relation force-forme n'est pas juste, on arrive à des ouvrages qui sont anti-économiques et qui peuvent même être choquants parce qu'on a une intuition structurale. Et donc, pour qu'un ouvrage soit, Thomas vous en parlera plus tard dans les optimisations, il faut qu'il y ait une adéquation entre les forces et les formes qui sont des autoroutes pour les forces. Et les matériaux, bien entendu, si je suis en compression ou en traction, je vais avoir une relation au choix du matériau. Alors, vous allez voir, quel est le problème? La structure des bâtiments, c'est finalement peu de choses. Et ça, c'est quelque chose. Il y a un certain nombre de problématiques ou de notions qui reviennent toujours. Et par exemple, il y en a une qui, à mon avis, est celle qui revient le plus souvent, c'est la problématique du flandement, qu'on a déjà vu. Bon, donc la problématique du flandement, c'est lié à l'élancement de la barre. Donc, quand on a un objet comprimé, un objet, donc dès qu'un objet est mis en traction, comme un câble, il se met en alignement. Dès qu'il est en compression, un câble, vous savez bien qu'on ne sait pas le mettre en compression, et ça illustre déjà qu'il y a un problème. Donc si mon câble sait travailler en traction et ne sait pas travailler en compression, c'est que c'est plus facile de reprendre des tractions que des compressions. Mais alors si on sort du domaine du câble, si je prends une barre, dès que je la mets en compression, elle risque de flamber, elle risque de se dérober. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que vous avez déjà vu, mais c'est quelque chose qui revient dans tous les cas. Dès qu'on est en compression, on a ce risque de flambement, et donc on doit surdimensionner tout ce qui est en compression. Et donc, tout ce qui est comprimé sera forcément plus lourd. Et la compression, elle intervient dans les colonnes et dans les éléments de pontage. Quand je couvre un espace, quand je ponte un espace, j'ai dans bien des cas, quand je couvre, on verra ça tout à l'heure, quand je recouvre en arc, j'ai de la compression, quand je recouvre en poutre, j'ai de la compression et de la traction. Donc, dès qu'il y a compression, il y a risque de flambement, dès qu'il y a risque de flambement, il y a excès de matière. Et donc, vous allez voir que cette problématique du flambement est une notion qui va très souvent revenir. Et des notions comme le flambement, des notions, pas comme le flambement, mais des notions, des points d'attention, il n'y a pas plus qu'une douzaine qui régissent le monde des structures. Et donc, si vous maîtrisez cette douzaine de notions, eh bien, vous allez pouvoir naviguer tout à fait à l'aise dans le monde des structures. Par exemple, l'autre notion dont je parle toujours, qui est stabilité, résistance, raideur. Il y a, qu'on le veuille ou non, c'est pas qu'on le veuille ou non, c'est intéressant, même je veux dire qu'on le fasse explicitement ou implicitement, on vérifie toujours la stabilité, la résistance et la raideur. La stabilité, c'est externe, c'est la relation au monde extérieur. Et donc, ça concerne, par exemple, vous avez, eh bien, si vous prenez la chaise, hein, vraiment on est en phase d'échauffement, donc ce que je vous dis, tout ce que je vous dis, vous connaissez largement. Mais c'est pas mal de le redire, comme ça nous refait un petit peu des cheminements et ce sera plus facile pour la suite. Donc le tabouret, il faut minimum 3 pieds bien positionnés. Donc tout ça c'est important pour qu'il y ait de la stabilité, pour que
ça ne sert à rien de parler de la structure d'un objet s'il n'est pas stable par rapport au monde qui l'entoure. Et alors vous allez voir aussi à l'analyse que cette notion d'objet, c'est subtil, parce que on peut traiter un bâtiment comme un objet ou comme un ensemble d'objets, de sous-objets, de sous-objets, de sous-objets. Donc, on peut regarder une structure. Si vous avez le bâtiment à Marseille, là, la villa méditerranéenne, le bâtiment L, qui est à côté du Mucem, je pense maintenant, je prends, qui est un bâtiment, un très très grand porte-à-faux, eh bien, dès qu'on voit ce bâtiment-là, si je le considère comme un objet, hein, je peux travailler dans l'intérieur de ce bâtiment et voir comment les forces cheminent, ou je peux le considérer, dans un premier temps, comme un monolithe. Eh bien, ce bâtiment qui est méchamment en porte-à-faux, donc est un L comme ceci, ben, il est évident qu'il n'est pas stable. Donc, il doit être liaisonné d'une manière ou d'une autre au monde extérieur. Donc, et vous devez aussi travailler par analogie. Il y a autant à dire d'une table que d'un bâtiment, ou d'une chaise, que d'un bâtiment, d'un hamac, que d'une toiture suspendue. Et donc là, ce sont aussi des objets qui sont pour vous plus facilement, vous pouvez plus facilement appréhender. Et donc n'hésitez pas à faire des analogies. D'ailleurs, en structure, comme partout, tous les coups sont permis, quoi. Toutes les méthodes sont bonnes. Il n'y a pas des méthodes qui sont bêtes et d'autres qui sont intelligentes. Enfin, la bonne méthode, c'est celle avec laquelle vous pouvez naviguer. Donc, tous les objets construits, vous les validez en termes de stabilité. Même une poutre, mais là c'est une stabilité implicite. Tout le monde sait bien que pour la poutre, il vous faut au moins 2 appuis. Et donc, c'est implicite. Donc, il me faut suffisamment de liaison au monde extérieur. Et puis, je dois avoir de la résistance et je dois avoir de la raideur. La stabilité n'est pas suffisante. Et l'exemple que je donne toujours, c'est le tabouret. Si vous avez un tabouret avec 3 pieds, donc qui sont bien mis au centre de gravité, etc. Mais si tous les tabourets, je vous mets un objet devant vous, sur lequel vous avez un plateau et 3 pieds bien centrés, c'est un tabouret, mais ce n'est pas du tout ce qui va être utile. S'il est en verre, vous ne saurez pas vous asseoir dessus, vous aurez un problème de résistance, alors que vous avez de la stabilité, et s'il est en caoutchouc, vous aurez un problème de raideur, alors que vous avez résolu la stabilité et la résistance. Donc, il faut que dans tous les objets construits, vous devez, et jusque-là, et d'ailleurs, on va dire que tout est dans tout, quoi. Hein. Vous savez, on a déjà évoqué ça, les eurocodes ou les normes. Bon, là aussi, mais dans les eurocodes, c'est pas l'architecte ne doit pas naviguer dans les eurocodes, mais l'architecte doit comprendre la logique et le sens des eurocodes. Et dans les eurocodes, il y a les états limites ultimes, les états limites de ruine et les états limites de service. Et dans les eurocodes, tout objet construit doit d'abord satisfaire à l'état limite de ruine, il ne doit pas se casser la figure, et puis il doit être utilisable sur le long terme. Eh bien, stabilité, résistance, là c'est état limite ultime. Si je ne suis pas stable et pas résistant, je vais m'effondrer ou je vais me casser. Et si alors il y a beaucoup d'états limites de service, dont la raideur. Si le plancher est trop souple, je ne pourrai pas utiliser mon bâtiment. Alors il y a d'autres états limites de service. Si ma structure se fissure, elle ne sera pas durable, elle ne sera pas pérenne. Ok. Alors, oui, ça c'était relié de nouveau au flambement, mais c'est des choses qui vont revenir, quoi. Et d'ailleurs, ce qui serait pas mal, c'est qu'au fur et à mesure, j'avais un petit tableau des notions, parce que comme je donne cours en restauration du patrimoine, et que dans l'auditoire, j'ai un peu d'ingénieurs, j'ai un peu plus d'architectes, j'ai pas mal d'historiens et d'historiens de l'art. Et les historiens de l'art
n'ont pas de bagage dans le domaine des structures. Ils ont du bon sens, mais pas beaucoup de bagage. Donc il faut en peu de temps essayer de leur donner des outils de compréhension des structures. Donc là j'ai fait une liste de notions avec lesquelles qui sont la boîte à outils suffisante pour naviguer. Je vous la donnerai, mais ça s'adresse plus au côté restauration du patrimoine. Mais donc ce qui est bien, c'est que vous puissiez vous rendre compte qu'on parle toujours de la même chose. Et comme ça, vous allez voir que ce n'est pas du tout un univers infini de complexité. C'est tout. Vous allez voir, dans les exemples que je vais vous donner, la problématique du flambement, elle revient dans les colonnes, elle revient dans les poutres. Et donc tout ça va toujours être un petit peu la même chose qui revient. Par exemple, dans une structure de pontage, dans une structure horizontale, si la compression dans une structure de pontage, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, la compression est inévitable. Puisque j'ai un couple interne, je vais avoir de la traction et de la compression. Je peux éventuellement, et ça on reparlera dans les typologies structurales, remplacer la compression ou la traction par quelque chose qui est à l'extérieur. Quand j'ai une chaînette, une toiture suspendue, elle est ancrée. Si je prends bêtement une poutre, j'ai isostatique, j'ai de la compression au-dessus, de la traction en dessous. Donc, j'ai de la compression dans un élément de pontage, donc j'ai un risque de flambement. Comment est-ce que je peux combattre le risque de flambement en essayant de faire partir cette compression? Mais si je fais partir cette compression, je vais trouver un artifice, etc. Alors, je vais vous prendre quelques exemples qu'on va analyser. Je ne sais plus l'heure qu'il est. Il est 10. J'ai enlevé ma montre quelque part. Elle est là. Et déjà, ça va bien. Alors, donc c'est des exemples qui sont un peu plic-ploc comme ça. Hein. Donc ça je trouvais que c'était, là on est plus, c'est pas tellement un exemple, oui c'est un exemple d'ouvrage, mais c'est un exemple de didactique de fonctionnement des structures. Et donc ça c'est le pont du First of Force à la limite entre l'Angleterre et l'Écosse. Donc on est en 1890. Donc c'est très très grand hein, comme pont. La longueur totale c'est 2500 mètres. Et puis vous avez ces ouvrages ici qui sont immenses et ces petites travées ici qui sont des travées cantilever, non pas la travée proprement dit. Donc vous avez ces grandes structures-ci et cette petite-là qui est simplement appuyée là et là. Et d'ailleurs, en termes de construction de ce pont, la manière dont ça a été construit, ils ont construit ces grands machins-là, et puis ils ont amené sur des barges ceci, ils ont mis des câbles, et ils ont monté cette petite partie-là. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la manière dont ils... je ne sais pas si c'était dans un journal local, je ne sais pas si c'est une photo qui est très connue, dont il montre le fonctionnement structural. Donc ce petit bonhomme-ci est la travée centrale, et ses pieds ne touchent pas le sol. Et donc lui, il est sur ce petit plateau, et puis vous avez, ce qu'on regarde à gauche et à droite, c'est pareil, ils sont tous les deux barbus, oui, ils sont faux. Et donc, vous avez cet effort-là, et on peut le faire cet après-midi, si vous voulez. Donc, vous avez cet effort ici, qui va se décomposer, donc cette force-là se décompose comme ça et comme ça. Alors, c'est très bien, c'est évident que... Bon, alors, on a tout de suite compris que ça va être en traction et ça, c'est en compression, mais on sait aussi essayer d'avoir le bras en compression, ben c'est... Avec la rotule, on peut les caler, etc. Mais c'est beaucoup plus facile en traction qu'en compression. Donc ça, c'est en traction. Ça, c'est en compression. Et puis, vous avez ici la compression. Si cette compression était seule, ben, le type, il peut basculer. Et alors, vous avez ici le contrepoids de l'autre côté, qui n'est pas nécessairement un contrepoids. Ça peut être un contrepoids, qui est quelque chose d'actif, mais ça peut simplement être un ancrage, un blocage qui va être quelque chose de passif.
de manière à ce que si ce mec-ci a tendance à basculer comme ça, eh bien, cette force verticale-ci va empêcher le basculement de cet objet-là qui peut être considéré comme un objet monolithique. D'ailleurs, vous pourriez très bien, on peut regarder les choses de deux manières, on aura l'occasion de faire ça avec vous. Soit je considère, j'aurais pu mettre une tâche ici, noire sur tout ça, et je m'en fous de ce qui se passe à l'intérieur. C'est simplement un objet qui aurait très bien pu être, on peut le mettre là, la tâche noire elle est là, c'est ça, donc, je m'en fous de ce qui se passe dedans. J'ai simplement cet objet qui d'un côté, qui est appuyé au milieu, qui d'un côté est sollicité par une force comme ça, et pour qu'il ne bascule pas, j'ai une autre force de l'autre côté. Et je peux m'intéresser à cet objet, on va dire macroscopique, et puis je peux rentrer dedans. Je peux rentrer dedans et me dire, tiens, cette force-là, j'ai l'action ici, et puis j'ai l'autre force d'équilibre là, j'ai la réaction au sol, mais comment ça se passe à l'intérieur? Et c'est ce qu'on fera tout à l'heure aussi dans les poutres. Je peux considérer, bon, quand vous avez une poutre comme celle-là, c'est un élément macro, mais il y a des tas de choses à l'intérieur, il y a cet en béton armé, donc il y a de l'armature, il y a des étriers, etc. Cette poutre pourrait être, c'est pas du tout le cas, une poutre en treillis, qui est emballée par du gyproc. Alors je peux considérer cet objet poutre comme un objet, et je m'en fous de ce qui se passe à l'intérieur, ou je peux rentrer dedans et commencer à comprendre comment ça fonctionne, et quand je rentre dedans et je comprends comment ça fonctionne, je peux commencer à travailler sur ce fonctionnement et dire tiens j'ai ces barres, oui mais cette barre là je pourrais pas la déplacer, etc. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure quand on va parler de poutres macro. Donc encore une fois, je crois que c'est principalement, voire simplement une question de curiosité. Tout le monde a la capacité de comprendre ça. Alors vous n'avez peut-être pas toujours le bon vocabulaire, etc. C'est pas très important. Mais on a tous la capacité de comprendre ça, et un des bons, c'est que ce soit pas, c'est pas pour la structure. La bonne manière de comprendre, c'est d'être curieux. Donc si on peut voir ce pont comme ça, et on dit quel pont. Mais avec ça, on va pas très très loin. Dès qu'on commence à se dire tiens j'ai ce petit bout là, tiens comment ça marche ça, et donc on peut très facilement, que par cette méthode, bon là c'est une méthode de statique élémentaire, ou la méthode des maquettes structurales dont on va parler sont des méthodes qui vont pouvoir vous aider. Alors ça j'aime bien comme image. Et ce serait quoi comme projet ça? Là on est un petit peu une petite parenthèse. C'est où ça? Ce serait où? Ça n'existe pas. Oui, c'est ça. Donc ils avaient, je crois qu'on est à peu près fin du 19e, un projet de pont sur la Manche entre, on va dire, forcément du côté de Calais. Et donc même genre de typologie, quoi. Donc avec des travées appuyées en cantilever en porte-à-faux et des petites travées chaque fois posées entre les deux. C'est sympa, hein? Alors, je vais vous développer ce bâtiment-ci. Oui, il y en a d'autres, et puis on pourra reprendre les exemples à d'autres moments. C'est toujours très excessif dans les exemples. J'ai l'impression qu'en 2 minutes on fait un exemple, mais il faut un quart d'heure et d'autres. Donc ça c'est vraiment, c'est Pierre Blondel et Laurent Ney qui ont fait ce bâtiment qui est l'hôtel, je ne sais plus comment s'appelle cet hôtel, dans le bas de la rue Béliard. Et donc c'est vraiment de l'intelligence, de la relation structure-architecture. Et donc c'était un concours. Donc ce bâtiment, il y a d'abord une question qu'on peut se poser. Vous voyez le bâtiment dont je parle? Vous descendez, ça vaudrait la peine que vous ayez jeté un coup d'œil. Donc vous descendez la rue Béliard. La rue Béliard, ça va la rue Béliard. Enfin, je ne sais pas rue Seine-Moisselle là. Non, la rue Béliard, ça peut se trouver. Donc on est. Mais d'ailleurs, oui, ça c'est aussi vachement intéressant, mais on s'éloigne. Ici, nous sommes dans la vallée du Malbé. Okay. La source du Malbé
elle est à l'abbaye de Lacan. Okay. Et puis vous avez les étangs, les étangs de Seine, c'est des étangs naturels. À la place Laget, il n'y a pas tellement longtemps, il y a un petit siècle, il y avait un étang. Et puis, donc la vallée, quand vous partez par là, d'ailleurs, vous voyez bien qu'on est dans le fond d'une vallée. Si je vais par là, ça monte, par là, ça monte, par là, ça monte partout, quoi. Donc on est dans le fond de la vallée, puis vous suivez la rue Grès et vous arrivez aux communautés européennes. Donc vous arrivez au parc, il y a le parc Léopold, qui est aussi des étangs. Et donc là, en dessous des communautés européennes, vous avez ce bâtiment-là, et qui est étonnamment placé. Il n'est pas dans on est dans une structure de voirie orthogonale, et ce bâtiment est légèrement de travers. Donc ça doit déjà vous interpeller. Alors, je vous raconte un peu la petite histoire. Donc c'est à cet endroit-là, donc on est dans la vallée du Malbé, il y a avant, il y a très longtemps, ça je peux vous montrer, il y a très longtemps, il y avait tout un châtelet d'étangs. Qui partait des étangs ici à côté jusqu'à Saint-Josse. Parce qu'on a une vallée qui est en plus de ça orientée dans le sens des nuages quand il pleut. Donc ce qui se passe, c'est pour ça qu'avant on avait plein d'inondations, c'est qu'il commence à pleuvoir ici, et puis donc quand il pleut. D'ailleurs le parking sous la place Laget, à certains moments est évacué. Et d'ailleurs en France, il y a eu une quinzaine de morts, des mecs qui ont cherché leur bagnole dans le parking. Donc le jour donc, quand il se met à pleuvoir ici, après, donc il pleut fort, donc la flotte coule dans les égouts dans la rue Grès. Mais l'orage suit, parce que l'évolution des vents fait que l'orage suit. Et donc il pleut alors que les égouts sont pleins. Et donc très vite, il y a des inondations. Et, on va dire, les anciens, entre guillemets, avaient, de fait, il y avait des étangs naturels, ils les avaient entre guillemets, canalisés, ils avaient renforcé les berges, et tout ça fonctionnait. Et puis, au fur et à mesure de l'urbanisation, on a bouché les étangs et on a eu plein d'inondations. Et après, on a fait des bassins d'orage. Sous le parking de la place Laget, il y a un bassin d'orage. Dans toute la rue Grès, l'égout était dédoublé pour faire un bassin d'orage linéaire, et dans le bas de la rue Béliard, il y a un bassin d'orage. Mais quand ils ont fait le bassin d'orage, celui-ci est tenu d'une place, ça ne pose pas de problème. Celui qu'ils ont fait dans le bas de la rue Béliard, ils se sont dit, si on va démolir toutes les maisons pour faire un bassin d'orage, après ça va faire un trou dans le tissu urbain. Donc on va prévoir, et ça se passe il y a plus de 20 ans, on va prévoir, il y a le bassin d'orage qui est à côté du tunnel routier, on va prévoir des dalles de toiture pour reprendre 10 niveaux. Un niveau de bâtiment, vous vous souviendrez, c'est de l'ordre de grandeur, parce que vous rappellerez que quand on calcule, on fait des majorations de charge pour des raisons de sécurité, mais si je fais 100 majorations de charge, un plateau de bâtiment, c'est de l'ordre de grandeur de 1200 kg par mètre carré, la poids de la structure et des utilisateurs. Donc on va dire 1000, donc ils ont calculé la toiture du tunnel et du bassin d'orage pour 10 tonnes. Comme ça, on pourrait un jour construire un bâtiment ou des bâtiments de 10 étages. Alors, quand ils ont dû calculer ça pour 10 tonnes, ils ont dû calculer pour 10 tonnes en résistance et en raideur. Il suffisait que ça résiste aux 10 tonnes, mais que ce ne soit pas trop souple pour que le bâtiment qui est au-dessus ne se déforme pas et qu'il n'y ait pas des problèmes avec les parachutes. Et puis ils ont fait, je crois qu'il y a 10 ans maintenant, ils ont fait un concours pour construire un bâtiment, hôtel, sur le bassin d'orage. Et il faut se dire, quand vous construisez un bâtiment, vous achetez du terrain, et plus vous pouvez mettre des étages, pour autant vous respectez les prescriptions urbanistiques, plus ce sera économique, puisque le prix du terrain va être divisé par un plus grand nombre de. Et l'architecte et l'ingénieur ont réfléchi, bon, je connais bien la réflexion, mais si j'étais réfléchi, donc j'ai bien pu comparer et analyser leurs réflexions, et ils ont réfléchi en disant, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour
augmenter le nombre d'étages. La toiture peut reprendre 10 tonnes par mètre carré, donc je peux mettre 10 étages, mais j'aurais bien envie d'en mettre 4. Je ne sais pas si ce que je dis est exact en fonction du nombre d'étages, il faudra aller les compter, j'ai oublié. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour mettre plus d'étages? Alors, la réponse qu'ils ont trouvée est tout à fait intelligente. Et elle se reflète dans la structure et dans l'architecture. Ils se sont dit, mais voilà, donc j'ai ici ma toiture, qui sur toute la toiture du tunnel, qui sur toute sa longueur est prévue pour 10 tonnes par mètre carré. Donc, ça veut dire que les murs sont prévus pour 10 tonnes par mètre carré fois la moitié de la largeur du tunnel. Donc, si je me limite, donc qu'est-ce que je dois faire si je veux que mon bâtiment soit plus haut? Je dois augmenter sa surface d'assise. C'est comme si je mettais une semelle. Par exemple, vous faites ça en fondation, j'ai une colonne, on n'appuiera pas la colonne directement sur le sol. On va mettre une semelle de répartition. Et donc ils se sont dit, mais puisque mon sol de tunnel a une capacité portant de 10 tonnes par mètre carré, je peux mettre que 10 plateaux d'une tonne par mètre carré, sauf si je parviens à augmenter ma surface d'appui. Donc, ils se sont dit, mais si je parviens à appuyer mon bâtiment sur une longueur supérieure à la longueur du bâtiment, je pourrais avoir plus d'étages. Par exemple, je dis, si je l'appuie sur 10 mètres, je pourrais mettre 10 étages. Si je l'appuie de là à là sur 15 mètres, je pourrais mettre 15 étages. Et donc, ce qu'ils ont fait, on le voit très bien ici, l'appui du bâtiment est plus long que la largeur du bâtiment. Et donc, mais pour ça, ils devaient s'appuyer sur les murs. Donc, comme le tunnel, quand vous descendez de la rue Béliard, le tunnel tourne légèrement, eh bien, ils ont tourné légèrement l'hôtel, ce qui est très intéressant d'ailleurs dans le tissu urbain. Donc, ils tournent légèrement l'hôtel pour l'appuyer sur les murs. Et ils disent, ben, on va allonger la longueur d'appui sur les murs et on va appuyer le bâtiment sur, on pourrait dire d'abord un voile en forme de trapèze, ça va être méchamment lourd, on va alléger ça, on va faire un certain nombre de colonnes et ce qui est vraiment pas con, mais là on rentre dans le détail, ces deux colonnes croisent. Pourquoi est-ce que, d'après vous, ils ont croisé les deux colonnes? Quel est l'intérêt de croiser ces deux colonnes du point de vue structural? Alors, ce qu'on peut... Bon, eh bien, si vous croisez ces colonnes, donc ce que je vais vous dire, c'est pas tout à fait juste, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Dès que je croise ces deux colonnes, je réduis leur longueur de flambement. Donc, si j'ai cette colonne-ci, hein, elle est beaucoup plus résistante que celle-là. Bien entendu, en termes de matière, elles ont la même section. Donc cette colonne-là peut reprendre un certain effort, mais comme elle a une longueur de flambement qui est très longue, sa capacité à reprendre l'effort longitudinal est plus faible que cette colonne-ci qui est maintenue à ce niveau-là. Donc ce croisement des deux colonnes, utile ou pas utile, il faudrait comparer les efforts dans les colonnes, etc. Mais ce croisement des deux colonnes n'est structurellement pas anodin, n'était peut-être pas indispensable ici, mais n'est pas structurellement anodin. Et c'est ce genre de choses qui est intelligent. Donc le fait qu'on a élargi la base, c'est vachement intelligent pour le nombre des niveaux, on ajoute et on met des colonnes, et là on est parti d'une réflexion structurale, et hop, on apporte quelque chose dans l'architecture. Et il faut, en plus de ça, que ce bâtiment soit contreventé. Alors vous pouvez considérer ce bâtiment comme un monolithe, et le fait qu'il soit sur ces successions de colonnes en V assure son contreventement longitudinal. Et si vous regardez plus près, on le voit plus ou moins ici dans le chantier, si vous avez ceci, du point de vue de la stabilité transversale, on sent qu'on n'est pas bon, quoi. Donc ceci peut se déplacer, donc ça peut partir comme ça et s'effondrer.
eh bien, il y a également quelques colonnes inclinées à l'intérieur du bâtiment. Donc, et ça, c'est des trucs tout à fait, ce que je veux dire n'est pas péjoratif, mais qui sont tout à fait à votre portée. Cette logique structurale, on n'est pas dans un truc d'ingénieur, on est aussi dans un truc d'ingénieur, parce que quand on a calculé cette colonne, etc., mais même, vous avez parfaitement la capacité de calculer cette section de colonne. Donc vous avez la capacité de déterminer la force là, vous avez la capacité de décomposer cette force dans les deux directions, et puis vous prenez le petit programme Trading et vous déterminez la section nécessaire de béton. On peut le faire, ça prend 10 minutes, puis c'est bon, vous aurez un ordre de grandeur. Mais donc ça c'est vraiment, on aura l'occasion de prendre d'autres exemples, c'est là qu'il y a vraiment une richesse de réflexion. On part d'un problème et par la réflexion d'abord de l'ingénieur ou de monsieur tout le monde, je veux mettre plus d'étages, je dois augmenter ma surface d'appui. Il ne faut pas être ingénieur pour ça. Tiens, comment est-ce que je vais augmenter ma surface d'appui? Allez, comme ça. Tiens, mais ce serait pas mal, je m'appuie directement sur les murs. Et puis, ce dialogue se met en route et on finit par avoir une structure tout à fait intéressante du point de vue architectural. Parce que même si on oublie la problématique de l'ingénieur, on peut se dire, tiens, du point de vue de la plastique, du point de vue de la dynamique, je ne sais pas le vocabulaire d'architecte, mais on peut trouver des mots mais qui ont du sens pour parler de légèreté, d'élancement, de tout ce que vous voulez, et rester même alors que dans le domaine de l'architecture, dans lequel on est entré par une problématique et d'une purement structurelle. Voilà. Donc, je vous propose qu'on fasse une petite pause ici, puis alors, ce sera Thomas, et puis moi je reviendrai peut-être vers 10h15, et puis on verra bien quand je commence cette typologie. C'est comme tu veux. Ok, non, et pas de problème. Alors on ne fait peut-être pas pause maintenant, on termine peut-être, et... 5 minutes pour... Moi je vous...